à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt et de l'avoir dans les meilleures conditions. Ok, je te l'accorde, ça fait un petit peu pub Benetton. Il faisait beau, j'avais envie de mettre un polo flashy et attirer ton attention. Et d'ailleurs, si ça a bien réussi et que tu aimes bien ce polo, n'hésite pas à mettre ou à faire, peu importe, mais place ton pouce, ça me fera plaisir. Bref, aujourd'hui on va parler d'un truc hyper sérieux, c'est les garanties ou la garantie. À travers cette vidéo, tu vas comprendre en quoi consiste la garantie de cautionnement. Il y a donc plusieurs moyens de faire garantir le financement pour le banquier. À travers l'assurance, on en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo si tu le souhaites, n'hésite pas à mettre des commentaires, et à travers la garantie. Aujourd'hui, nous allons aborder donc une première partie de la garantie, qui est le privilège de prêteur de deniers. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer qu'est-ce que le privilège du prêteur de deniers, l'hypothèque, l'IPPD, tous ces mots-là sont assez semblables. Pour que tu puisses comprendre et que tout puisse bien s'imbriquer et que ça percute plus rapidement, non pas que je pense pas que ça va pas percuter parce que tu es ambitieux et je suis un pédagogue donc ça tombe super bien, mais pour que ce soit beaucoup plus simple. Le privilège de prêteur de deniers, ce qu'on appelle donc la PPD, privilège du prêteur de deniers. Il y a aussi l'IPPD, donc qui est l'inscription au privilège de prêteur de deniers, qui est totalement similaire. L'hypothèque est une nuance de cette PPD. La grosse nuance qu'il va y avoir entre ces deux inscriptions, c'est tout simplement que la PPD peut se faire uniquement que sur un bien existant. Donc tu peux faire un privilège de prêteur de deniers sur un terrain, mais pas sur la maison qui n'est pas encore construite. C'est uniquement que sur de l'existant. Il va également avoir la partie publicité foncière qui ne sera pas sur le privilège de prêteur de deniers. Mais bon, je parle bien sûr avec précaution, il y a sans doute des notaires qui vont regarder cette vidéo et n'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas. Donc, l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers sont donc des garanties un peu plus conventionnelles, des garanties anciennes qui vont mettre au premier rang le créancier. Le créancier étant donc la personne qui t'a prêté l'argent, qui t'a donc fait une créance, donc le banquier. Ça va donc permettre au banquier de se servir en cas de défaillance de ta part. La défaillance la plus simple que je vais te donner, c'est que tu te lèves un matin et tu décides de ne plus pouvoir payer tes mensualités. Le banquier va donc passer devant le juge et le juge va donc prononcer son verdict et lancer donc l'hypothèque qui permettra donc au créancier de se faire rembourser de la somme restant due. Il y a aussi un autre point qui va être important, ça va être la date de l'inscription aux hypothèques. Et c'est pour ça que généralement le banquier, le créancier préfère avoir une PPD, donc un privilège de prêteur de deniers qu'une hypothèque. Tout simplement parce que la date de l'hypothèque prévaut sur le rang. Est-ce que tu m'as compris? Je fais simple. Le banquier fait une hypothèque sur un bien que tu as acheté en février. Le notaire, par manque de temps, par faute, ne fait l'inscription uniquement qu'en avril. Mais entre-temps, excuse-moi, il ne fait l'inscription uniquement qu'en avril. Mais entre-temps, tu hypothèques à nouveau ton bien. Ne me demande pas comment, mais légalement c'est possible. Et ce notaire-là va lui faire son job directement. Tu auras donc un deuxième créancier qui va passer directement au premier rang, qui sera donc remboursable directement, alors que c'était la banque qui t'avait prêté d'abord cette somme-là, qui aurait dû donc être au privilège en tant que prêteur de deniers. Et donc, c'est pour ça que le privilège de prêteur de deniers qui te fait lui monter directement en premier rang est préférable pour un créancier. Mais à travers la seconde vidéo, tu comprendras qu'il préfère très naturellement passer par une garantie de cautionnement parce que c'est beaucoup plus simple en termes de remboursement, en termes de mode de fonctionnement, en termes pécuniaires également, pour lui,
plutôt que de passer sur un privilège ou passer sur une hypothèque. En termes de sécurité également. Je fais la bascule, pourquoi en termes de sécurité? Tout simplement parce que lorsque tu fais une hypothèque ou une PPD, il n'y a uniquement que la banque prêteuse qui connaît donc les inscriptions et qui sait donc du coup que tu as une dette auprès d'un établissement bancaire. Parce qu'il faut savoir que tous les établissements bancaires ne sont pas rattachés. Alors que lorsque tu passes par un organisme de cautionnement, c'est donc l'organisme de cautionnement qui est lié à plusieurs banques qui va donc pouvoir avertir en cas de plusieurs achats simultanés de biens immobiliers. On en parlera peut-être dans une autre vidéo si tu le souhaites et tu veux rentrer dans les détails. N'hésite pas à balancer des commentaires qui sont juste en bas. On en revient donc à notre garantie conventionnelle. Donc voilà en quoi consiste une garantie conventionnelle. Elle consiste à mettre dans un rang, premier ou second, un créancier qui va donc lui-même pouvoir bénéficier en cas de défaillance de ta part. On parle de défaillance à partir du moment où tu ne souhaites plus payer tes mensualités, lorsque tu ne peux plus payer tes mensualités, lorsqu'il y a eu un faux, c'est également le cas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un faux et que le banquier s'en rend compte, il peut te mettre automatiquement en défaillance. Et lorsqu'il te met automatiquement en défaillance, il te demande l'intégralité du capital restant dû. Si on doit imaginer encore mes propos, tu achètes le 1er janvier, au 15 janvier, il se rend compte que tu lui as fait un faux, tu lui as donc donné un faux, et cela rend donc ton contrat caduc. Dans ton contrat, il y a marqué « Je reconnais que ces informations sont sincères et véritables » lorsque tu signes une offre de prêt en règle générale ou une simple demande de prêt. Donc ça n'a pas été sincère et véritable. Le banquier a donc droit de lancer la démarche de la défaillance. Il te demande l'intégralité du capital restant dû. Tu avais acheté un bien qui coûtait 200 000 €. Tu n'as sûrement pas 200 000 € dans ta poche. On va donc te demander de vendre ton bien. Tu ne souhaites pas le vendre parce que c'est le bien familial. On rentre donc dans l'articulation de la garantie à travers une hypothèque. On te met donc une mise en demeure. Il y a un jugement qui se fait. Le jugement est voté dans le sens du prêteur, donc du coup dans le sens de la banque. Il y a donc une mise sous hypothèque et ton bien est vendu aux enchères à hauteur du capital restant dû afin que le banquier puisse récupérer ses deniers. Un autre point aussi qui va être important, c'est-à-dire que lorsque tu vas vendre ton bien et que tu vas le vendre à perte, c'est-à-dire que tu as fait un mauvais coup, tu t'es mal positionné sur un bien et au final il s'est dévalué avec le temps ou plusieurs raisons font que tu peux vendre à perte, le banquier a totalement le droit de bloquer la vente. Ça arrive, en tout cas j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, donc la vente est bloquée, d'accord, tant que tu n'es pas en capacité de sortir la différence. Je m'explique. Tu vends un bien 100 000 €, il reste 130 000 € de capital restant dû. Le banquier se sent donc lésé sur cette vente-là. Il va donc demander au notaire de bloquer la vente. Et le notaire doit donc bloquer la vente tant que tu n'as pas vendu ton bien. Il va donc falloir que tu sois en capacité de pouvoir rembourser ces 30 000 €, peut-être rembourser par anticipation, afin que la levée d'hypothèque puisse se faire. Un dernier point, il va y avoir des frais en cas de levée d'hypothèque, contrairement à la garantie de cautionnement qu'on verra dans une seconde partie. Les frais sont dus presque tout le temps. Je dis bien presque tout le temps, c'est-à-dire que tu finis de rembourser ton crédit, soit par anticipation, soit parce que il se finit tout simplement, la date d'échéance étant la dernière, elle se finit. Tu vas donc avoir des frais de levée d'hypothèque pour enlever en inscription ton bien et qu'il ne soit plus inscrit au registre des hypothèques ou de la PPD, des privilèges de prêteur de deniers. Il va donc avoir des frais dans ce cas-là.
Le dernier cas, afin de pouvoir esquiver de ne pas avoir ces frais, c'est tout simplement de laisser éteindre cette hypothèque à la fin de ton crédit. Mais tu l'auras compris, lorsque tu rembourses par anticipation, tu ne peux pas laisser éteindre parce que tu donc finis ton crédit de manière précoce. J'espère que j'ai été clair. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre des commentaires juste en bas. Et je développerai avec le plus grand plaisir un peu plus en détail sur une prochaine vidéo. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras pu comprendre en quoi consiste la garantie. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Balance les commentaires qui sont juste en bas. Il y a aussi des liens juste en bas qui vont te permettre de pouvoir me contacter si besoin. Entre temps, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toi ambitieux ou à toi ambitieuse. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.